Dans cette vidéo, on va regarder très simplement les deux nodes AI Image et File, donc File placé avec le placement de texture 2D. Donc ces deux nodes qu'on connaît relativement bien parce qu'on les utilise souvent, mais je vais venir vraiment regarder un peu toutes leurs spécificités. Alors la première chose qu'on peut dire quand on travaille avec des textures images, c'est qu'il faut vraiment travailler avec un projet. Donc soit vous avez un projet existant, soit vous créez un projet ici. Ça va nous permettre, quand on choisit notre texture, de pouvoir venir ici dans le répertoire source image où on a copié nos images, venir chercher notre texture pour l'appliquer dans la scène. Donc je vais le faire chaque fois en parallèle dans les deux fichiers. Donc même si ici on voit apparaître tout le chemin, ici on voit bien que le chemin commence à source image, et donc si je déplace mon projet ailleurs dans la scène, je vais retrouver mes images sans devoir aller les rechercher si j'ai déplacé mon projet sur une clé USB ou quoi. Alors la deuxième chose qu'on va regarder, c'est que notre image ici, qui était une image rectangulaire, elle vient s'appliquer sur tout le carré de texture 1,1. Donc je vais être obligé de regarder ces dimensions. Donc mon image a comme dimension, je l'ai noté dans le format du fichier 1250 par 756. Donc je vais faire un petit calcul, 1250 divisé par 756, j'obtiens le rapport de la plus grande dimension sur la plus petite dimension. Ici je dois l'écraser verticalement, donc je choisis le scale V, et je recopie cette valeur 1,653. Donc je peux voir maintenant que mon image a été écrasée ici verticalement, et je vais donc avoir des rapports de pixels qui sont bien carrés et qui ne sont pas étirés rectangulaires sur le carré de texture. Alors je ferai la même chose exactement ici en venant mettre mon champ 1,653 ici. Donc j'obtiendrai exactement la même chose. Sinon, voilà, j'obtiens exactement donc la même chose, un écrasement vertical de ma texture. Et donc de cette manière, si j'ai par exemple des UV qui viennent prendre seulement une portion de ma texture ici, je suis certain de ne pas avoir de déformation sur ma texture. Donc je vais regarder quelques autres exemples. Ici une texture qu'on voudrait répéter, donc celle-ci a un format carré, elle ne nécessiterait pas de scale, mais je pourrais utiliser le scale pour la répéter. Donc ça va me permettre de répéter mon motif. Donc quand j'utilise ce genre de texture, j'essaye a priori que le format soit carré, donc ça c'est vraiment une première chose. La deuxième chose que j'essaye d'avoir, c'est que la répétition se fasse sans voir de couture, donc ça c'est évidemment toujours préférable. Donc je peux utiliser les champs qu'on a déjà vus ensemble, où je pourrais la faire passer au travers d'un UV transform si j'ai besoin de plus de paramètres pour copier ma texture ou pour la faire tourner, etc. Donc je trouverai le même genre de réglage dans cette zone-ci, on a déjà regardé ça ensemble, et je peux également faire passer ma texture file par un UV transform si j'en ai besoin. Donc je vais regarder maintenant 2-3 autres textures pour faire des commentaires. Alors on pourrait avoir des textures répétées qui sont ici, c'est des textures de couleurs, mais je pourrais très bien voir par exemple une normal map qui se répète. Alors je fais une remarque ici sur les dimensions, donc là je vois que j'ai une texture 512 par 512, une texture 1024 par 1024, c'est toujours plus intéressant que des textures, ici par exemple 160-160, je préférerais un 128-128 ou 256-256, donc toujours des puissances de 2, on va vraiment essayer de se souvenir que quand on travaille à créer des textures, on crée des textures en puissance de 2. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on se souvient qu'à un moment donné, nos textures vont être transformées en fichier TX, et au moment de la transformation en fichier TX, elles sont découpées en 2, et puis en 2, et puis en 2, et donc c'est jusqu'à arriver par exemple à des carrés de 64 pixels par 64 pixels, et donc si on a déjà des dimensions qui sont des multiples des puissances de 2, on arrivera aux 64 pixels par 64 pixels, les tiles de base qui sont donc entiers. Donc préférez toujours des textures a priori carrées, que ce soit des textures ici qui vont correspondre aux UV ou des textures à répéter. Préférez toujours ces formats carrés avec des puissances de 2. Donc je vais quand même mentionner une exception à ce format carré. C'est des textures de ce type-ci, donc c'est des formats lat long, on appelle ça, donc c'est en gros deux formats carrés l'un à côté de l'autre, donc c'est des textures qui sont par exemple en 2048 par 4096. Donc là, typiquement, on va les charger, ces textures,
pour les mettre par exemple sur un SkyDome. Texturer notre SkyDome ici, et donc je vais laisser un peu de temps. Donc ici ben, on a besoin de formats rectangulaires, donc ça c'est des textures qu'on ne va pas écraser dans une certaine direction, donc ça c'est tout à fait classique. Alors une autre chose dont on va évidemment parler, c'est le format d'image. Ici j'ai beaucoup de textures JPEG parce qu'elles viennent du net, c'est pas des textures vraiment très intéressantes. Je prends par exemple le cas ici, ben, on pourrait vraiment avoir envie d'avoir l'alpha qui est dans notre image, et on sait évidemment que le format JPEG, non seulement ben, il y a des problèmes de compression, mais en plus ben, on ne peut pas mettre d'alpha dans l'image. Donc si je vais prendre par exemple une image comme celle-ci, là je pourrais avoir l'alpha dans la texture, et donc je pourrais utiliser, je vais venir chercher ma texture. Donc ici on voit tout de suite bah, que l'alpha existe vu que je ne vois plus le blanc ici. Donc je vais pouvoir utiliser l'alpha par exemple en opacité. Je vais le brancher dans les 3 champs de l'opacité et je pourrais comme ça avoir une texture semi-transparente. Alors pour parler du format de texture, je vais venir dans Substance Painter, regarder ce qui se passe quand on exporte nos textures. Donc on va utiliser typiquement des templates, par exemple le template Arnold. Alors on peut regarder deux choses. Donc je suis ici dans les textures set settings et je vois ici comment de manière interne Substance Painter va stocker ces textures. Donc par exemple une base color, ça va être une image sRGB, donc typiquement bah, c'est une image qui sera exportée après en par exemple en PNG 8 bits. On pourrait éventuellement choisir du 16 bits. Mais le format PNG va par exemple ici très bien convenir pour ce genre d'image. Pour des textures comme le roughness ou le métallique ou le scattering, donc on a plutôt besoin ici de donc le L veut dire qu'on est en linéaire ici, donc on n'a pas de transformation sRGB, et donc on va exporter ça typiquement en map grayscale, donc un PNG en noir et blanc qui ne subira pas la correction de couleur sRGB. Donc ce sera également du PNG pour ce type de format. Pour des maps comme la 8 map qui a besoin de plus de précision, ou les normal maps qui sont des données RAW, cette fois on aura des données qui sont également linéaires, même s'il est marqué ici RGB, c'est pas sRGB, donc c'est également un format linéaire. Donc pour ces formats-là, on va plutôt éventuellement utiliser, donc on pourrait utiliser du PNG, mais on pourrait éventuellement aussi utiliser un format comme le XR qui va nous permettre d'enregistrer effectivement en float. Donc ici on a le float, si vous vous souvenez de mon cours sur les formats d'image, il faut utiliser des formats comme EXR pour enregistrer en float. Malheureusement ici on a du 32 bits float et on ne peut pas choisir le 16. C'est un petit peu dommage ici dans Substance. Donc on va retenir que pour différents types de formats, différentes images, on va utiliser éventuellement différents formats. Et donc pour faire un peu le point sur les formats d'images, on va typiquement utiliser le format PNG, qui est vraiment un très bon format de transfert entre par exemple Substance et Maya. Donc le format PNG fonctionnera très bien pour toutes les textures de type color, donc base color, subsurface, la couleur d'émission par exemple. Alors ça fonctionnera très bien également pour des textures de niveau de gris, comme le roughness, le metalness, mais aussi l'ambient occlusion ou la curvature. Ici, on pourra juste dire que on préférera des PNG en niveau de gris et qu'on n'appliquera pas sur ces textures-là de correction sRGB. Donc on restera en linéaire. Alors pour des textures comme du bump, on pourra aussi utiliser des niveaux de gris en PNG. Éventuellement, on viendra avec des textures deterred ou tramées ou des textures 16 bits, plutôt des textures 16 bits, on a besoin de plus de détails pour des textures comme les 8 maps. Si on fait du displacement, on ira peut-être même jusqu'à utiliser des textures EXR où cette fois on sera en float. Alors pour le format EXR, on utilisera l'EXR en couleur pour des textures comme la texture d'environnement ici, parce qu'on a éventuellement besoin de pouvoir faire des corrections d'exposition
pour ce type de texture. Donc je pourrais avoir envie de faire une correction d'exposition et avoir, si je vais du côté de mon soleil, jouer sur l'exposition ici pour obtenir une map d'éclairage plutôt plus ou moins exposée. Donc EXR pour des textures de type HDRI. On utilisera également l'EXR pour du normal mapping ou pour du vector displacement, donc des choses qui pourraient demander vraiment un peu plus de détails. Donc le normal mapping, soit en PNG 16 bits, soit en EXR. Donc une fois qu'on a choisi notre format PNG, EXR, etc., il y a une chose à laquelle il va falloir être attentif, c'est l'espace de couleur qui correspond à notre texture. Donc si je regarde ma texture ici d'origine, quand je l'applique, ici je l'ai mis en émission, donc je devrais avoir exactement la même chose, et je vois que j'ai vraiment des fortes différences de couleurs. Donc ça c'est dû à ce color management et le ACES workflow. Donc déjà, si je voulais retrouver mes couleurs plus d'origine, il faudrait que je n'applique pas le tone map qui correspond à l'affichage du ACES workflow. Notez que on l'appliquera et on fera d'autres opérations, par exemple on ira plutôt augmenter la luminosité de notre émission pour avoir une image plus lumineuse. Ça c'est un autre sujet, mais donc a priori on veut toujours rester dans cet affichage-ci. Simplement pour avoir la correspondance, donc il faudrait ne pas voir cette dernière correction. Alors nos images, dans certains cas, on voudra qu'elles soient en sRGB, mais parfois on voudra qu'elles soient en linéaire ou en RAW. Donc on a différents choix possibles ici. Donc on voit ici que la texture change très fort quand je mets en RAW ou en sRGB. Focus. Et donc il faut absolument savoir quoi faire. Donc je vous ai préparé ici un petit document pour qu'on refasse un petit peu le point là-dessus. Donc dans Maya, on travaille en linéaire. Donc on veut une correspondance avec le 0,5 du niveau de gris, le gris moyen qui apparaisse au 0,5 ici. Mais quand j'enregistre par exemple une texture en JPEG, ou une image, un rendu en JPEG, on fait une correction de luminosité qui correspond à une correction gamma. Alors quand on va vers l'affichage ici dans le viewport d'Arnold, on a non seulement cette correction gamma, mais on a en plus quelque chose qui fait que les valeurs de luminosité au-delà de 1 sont comprimées entre 0 et 1, donc on a cette courbe en S qui nous permet d'avoir une image avec des nettement plus beaux dégradés d'éclairage, etc., où on n'aura pas des taches brûlées sur notre image. Donc ça on se souvient. Mais donc on travaille dans un premier temps en linéaire, dans Maya, et nos textures, elles ont été créées, et probablement certaines textures ont subi cette correction gamma, donc il faut, quand on les importe dans Maya, les linéariser. Alors il y a, avec le ACES workflow, une deuxième chose qui intervient, c'est que les textures, typiquement dans nos programmes Photoshop, etc., on va travailler en sRGB, a priori Substance pour le moment aussi, et quand on arrive dans Maya, on va travailler dans un espace maintenant de couleurs, E6CG, qui est donc beaucoup plus large que le sRGB, donc ça on parle du gamut et des primaires RGB qui sont utilisés, et donc chaque trio RGB est recalculé pour être défini par rapport à ce nouveau gamut. Donc on a deux transformations qui s'opèrent. Alors selon les textures, on va typiquement avoir certaines règles à essayer de respecter. Donc pour nos textures de couleurs, typiquement on a des images sRGB, donc qui ont cette correction-ci, et où on travaille dans notre gamut sRGB. On pourrait éventuellement travailler dans d'autres gamut, Adobe RGB, le Rec 709 qui est pratiquement le même que sRGB, le Rec 2020 qui va arriver avec des nouveaux écrans, donc qui est presque similaire il est pratiquement similaire au Adobe au E6CG, mais pas tout à fait similaire. Mais donc voilà, typiquement nos textures couleurs sont en sRGB
avec cette compensation gamma. Alors, on aura des textures de type EXR. Vous savez que quand vous enregistrez un format EXR, il est en linéaire, donc il apparaît typiquement un peu plus sombre que vos rendus en PNG. Donc ce sera la même chose pour des textures telles que celles utilisées pour un SkyDome. Alors pour des textures noir et blanc, typiquement les textures noir et blanc, on va les utiliser par exemple pour des maps de métallique, de roughness, de curvature, de height, d'ambient occlusion, ou encore de displacement, de height si on veut avoir plus de définition dans la height map. Donc on aura format PNG ou XR des textures que j'appelle des textures de valeur. Donc ça, a priori, comme c'est des valeurs, on les interprète pas comme des couleurs et donc on les enregistre sans faire cette correction ici. Alors il se pourrait que vous récupériez une texture du web ou que vous ayez travaillé dans Photoshop et que vous n'ayez pas tout à fait gaffe et que vous ayez fait cette correction là au moment d'enregistrer votre fichier. Donc il faudra quand même être attentif quand vous importez des textures noir et blanc. Est-ce qu'il faut faire cette correction gamma ici, cette correction qui va nous relinéariser notre image, ou est-ce qu'il ne faut pas la faire? Et si on ne doit pas la faire, on est en RAW. Comme on est avec des niveaux de gris, on est sur ce point là et donc là on est indépendant du RGB, donc on peut vraiment dire ici qu'on est en RAW. Alors on va avoir un troisième type de texture, c'est les textures comme par exemple les normal maps. Ça pourrait être aussi les displacement maps ou les position maps ici. Donc c'est des trios de valeurs ici qui sont encodés dans une image RGB, mais en fait les codes qu'on va trouver, donc si on a un point de ma normal map, j'ai une valeur de 0,2, 0,2,3, ça ne représente pas du tout une couleur, ça représente une position dans l'espace, une direction dans l'espace. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas dépendre de ces gamuts, et il ne faut surtout pas changer, faire de conversion par rapport à ces gamuts, et il ne faut pas non plus faire de correction gamma quand on enregistre ces images-là. Donc là c'est vraiment des images RAW. RAW ça se traduit par brut, donc c'est vraiment des données brutes ici qu'on va conserver telles quelles. On pourrait parler aussi de codes couleurs qui sont utilisés pour identifier tel ou tel matériau dans telle face de notre objet, donc des maps d'ID, ou on pourrait encore parler des maps de curvature. Quand on met par exemple les curvatures concaves et convexes dans la même image, on stocke dans le rouge la curvature convexe, dans le vert la curvature concave. Donc voilà, ces images-là vraiment typiquement doivent être en RAW, tout comme les textures linéaires. Ici les textures de valeur linéaire. Voilà, donc je pense avoir refait un peu le tout. Donc on va travailler dans Maya en RAW et dans nos vues pour visualiser notamment nos couleurs correctement et agréablement et nos éclairages correctement. On va appliquer cette correction gamma également et cette correction en S. Donc ça c'est ce qu'on voit quand on vient jouer ici. Donc ceci c'est là, j'ai fait la correction en S par-dessus. Et ici, je reviens, je visualise mes couleurs sans la correction gamma. Donc là, je suis en... Donc je pourrais ici me mettre en... faire cette correction-là dans le rendu, ou faire cette correction-là dans mon viewport. Donc je vais me mettre en RAW ici, dans le viewport, pour... ma souris qui lag un peu, je me remets en RAW dans le viewport, comme ça on verra en comparaison ce que ça donne si on a nos corrections ou pas. Je vais m'attarder un peu sur l'importation de maps en niveau de gris. Donc ici j'ai une texture noir et blanc qui serait utilisée par exemple en base color. Donc cette texture, a priori c'est une couleur, même si c'est des niveaux de gris. Donc je peux regarder vraiment sa couleur pure quand j'isole ma texture, quand elle est sélectionnée ici. Donc a priori, ce type de texture noir et blanc pourrait rester en sRGB, étant donné qu'elle a été typiquement travaillée dans le logiciel pour être utilisée comme texture couleur. Alors si je viens chercher maintenant une map qui serait plutôt utilisée, cette fois a priori j'utiliserai donc soit la connecter comme ceci en specular roughness en utilisant un de ces RGB, soit je peux éventuellement aussi connecter l'alpha
à ce moment-là, je peux venir dire dans cette zone-ci que l'alpha est la luminance de l'image, ce qui revient exactement au même. Donc moi typiquement j'ai plutôt tendance à faire ceci, comme ça j'oublie cette case-là. Alors cette texture, vraiment là j'ai intérêt à venir regarder à quoi ressemble cette texture quand je l'isole. Et cette texture, j'ai probablement à venir, donc a priori quand je l'intègre elle est en sRGB, mais j'ai probablement à venir la mettre en RAW. Donc ça je peux vérifier de toute façon en survolant mon image les valeurs de RGB de l'image. Donc ici j'ai des valeurs de niveau de gris entre 0,3 et 0,4 ou 0,5 peut-être. Peut-être les points blancs sont un petit peu plus élevés. Donc si je la regarde en RAW, j'ai vraiment un reflet des valeurs qui doivent être utilisées pour ma valeur de specular roughness, donc des valeurs entre 0,3 et 0,5 ici. Ça correspondra à des reflets relativement flous. Alors, on peut toujours évidemment la passer dans un high range ou un high ramp float par exemple pour corriger ces valeurs. Donc ça, vous pouvez toujours, quand vous intégrez une map de niveau de gris, venir vérifier vraiment ici les valeurs auxquelles cette map correspond et s'il faut la modifier d'une manière ou d'une autre pour adapter ces valeurs. Alors je vais regarder maintenant une map de normal map. Cette map de normal map, je peux l'intégrer directement avec un bump node. Je me mets en tangente space normal et je vais venir sélectionner ma map ici. Hop, je vais faire peut-être un petit update. Alors ici vraiment on peut retenir que quand on survole l'image, l'image va être juste avec le bon réglage si on obtient des valeurs de 0,5, 0,5, 1. Ici c'est pratiquement sûr pour ce type d'image qu'on doit se mettre en RAW. Donc ici quand je survole les zones bleues ici, j'ai bien quelque chose qui est proche de 0,5, 0,5, 1. Donc on n'y est pas tout à fait, mais il suffit qu'on soit sur... vous voyez, il y a des légères variations, donc on sent bien que quand on est dans ces zones de bleu ici, on a quelque chose qui est autour de 0,5, 0,5, 1 pour le RGB, donc ça veut dire qu'on est bon. Alors, si je vais voir maintenant une autre texture, donc je vais me concentrer sur cet objet-ci. Donc ici, j'ai mis une height map cette fois-ci. Donc c'est une height map qui correspond à la Lune. J'ai fait ça en displacement, donc je viens sur ce matériau-ci où j'ai connecté ma height map. Donc j'ai connecté ma height map en displacement. Donc j'ai ici coché alpha is luminance et j'utilise le canal alpha. Donc si j'isole ma texture, là je peux vraiment observer, je suis de nouveau en RAW ici, en affichage RAW, et je peux observer si je dois mettre sRGB ou RAW. Quand je me mets en RAW, j'observe que j'ai une nettement meilleure nuance de mes valeurs, ça doit probablement correspondre, donc c'est une map qui vient du site de la NASA, donc probablement ici, étant donné que je visualise mieux quand je suis en RAW ici, je visualise nettement mieux mes dégradés, je pense que c'est bien le RAW et pas le sRGB qui doit être choisi ici. Et donc quand je regarde le résultat final, je peux observer aussi si je suis en RAW que j'ai des dégradés assez agréables dans mon displacement que je n'aurais pas si j'étais en sRGB. On voit que le displacement est faux ici, on a des zones qui ont l'air toutes écrasées ici sans la moindre nuance, ça veut dire que les noirs sont écrasés ici. Donc je retrouve toutes mes nuances dans les tons plus sombres ici de ma texture quand je suis en RAW. Donc cette texture je l'ai également utilisée, donc je la fais passer, j'utilise ça pour venir colorer une rampe que j'utilise en couleur. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut toujours se dire, c'est que éventuellement, c'est peut-être pas les réglages idéaux, mais voilà, je peux vraiment utiliser par exemple une rampe pour
arriver à réobtenir par exemple une map de color à partir d'une map que j'utiliserai ailleurs en displacement. Donc ça, on peut toujours vraiment réutiliser nos maps. Voilà, peut-être ici la valeur du displacement est un peu élevée, je peux peut-être essayer 0,25. Et donc voilà pour l'utilisation de maps de niveau de gris et le réglage typiquement soit RAW soit sRGB. Donc pour qu'on comprenne bien tout ça, je vais montrer comment on pourrait générer des 8 maps et des normal maps dans Maya, donc des maps assez simples. Donc ici j'ai un plan où j'ai fait quelques petites extrusions bevel très simples. J'ai fait un mapping UV latéral, planaire latéral, comme ça les points les plus bas sont ici à gauche et les points les plus hauts sont à droite. Donc je vais avoir du blanc pour les points les plus hauts et du gris pour les points ici enfoncés et du noir pour les points les plus bas, ici en dessous. Alors je fais mon rendu dans une vue front. Je vais mettre le nom de ma map, je veux une height map, je vais me mettre en PNG, on va faire un réglage en PNG et je me mets bien en RAW, étant donné qu'il s'agit d'une height map, je veux garder des valeurs sans faire de correction de gamin. Donc je vais lancer mon petit rendu. Voilà. Alors je vais refaire la même chose, mais pour cette fois une normal map. J'ai déjà préparé une normal map qui est simplement un peu à droite. Donc je vais augmenter ici et venir chercher ma normal map qui est à 10. Voilà. 10. Donc cette fois c'est le même objet mais avec un AI utility flat et normal. Donc si je fais un rendu, je vais obtenir ceci. Il est un petit peu décentré. Voilà. Donc je refais mon rendu ici. Alors on ne voit pas la même chose parce que j'avais le... Voilà, ici, donc j'aurai ma map ici. Alors je vais aller regarder maintenant comment les réimporter. Donc je vais commencer par réimporter la 8 map, donc la faire glisser ici en bug mapping. Donc je viens chercher ma 8 map ici. Donc je me souviens que je l'ai enregistré en PNG et en RAW. Je la fais glisser en bug mapping ici pour avoir ma connexion. Alors ce que je vois ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un arrondi ici, alors que j'avais alors que c'était tout droit ici, donc j'ai une espèce de drôle d'arrondi ici, et ça provient du fait que quand j'ai importé ma map ici, comme c'est un PNG, il est traité par défaut en sRGB. Dès que je viens remettre du RAW ici, je vois que j'ai la bonne correction qui s'applique ici pour ma map de bump. Alors pour le normal mapping, je vais utiliser un file. Donc je viens chercher la map que j'ai créée. Je la fais glisser dans le champ bump mapping. Il va de nouveau me créer un node de bump 2D que je règle en tangente space normal. Donc je vois que j'ai du normal mapping qui s'effectue mais il n'est pas correct. Donc on sent que les normales ont l'air orientés un peu bizarrement et donc je peux changer mon espace de couleur ici, de nouveau venir rechercher RAW et cette fois j'ai de nouveau maintenant une interprétation de ma map de normal mapping qui est correcte. Donc si je vais la regarder, ma map de normal mapping elle est ici et si je me mets en RAW ici, je peux venir en survolant vérifier que mes valeurs moyennes sont du 0,5, 0,5,1. Et donc ce bleu classique, c'est donc un bleu clair ici, que vous pouvez repérer vraiment en regardant ici les valeurs 0,5, 0,5,1. Alors on pourrait voir que quand on charge une image, par exemple JPEG ou PNG, le color space va être mis automatiquement en sRGB. Si je vais charger une image, par exemple EXR,
mon color space va être mis en RAW. Alors tout ça est défini dans les règles qui sont ici. Donc par défaut, on choisit du sRGB selon le format. Les EXR vont être mis en RAW, les HDR aussi, les formats TX aussi, et on peut rajouter des règles. Donc je pourrais rajouter des règles ici, par exemple, venir dire que pour mes textures on va mettre les textures de 8 map, je voudrais que si c'est des formats PNG, donc je vais trouver mon PNG ici dans la liste, ce qu'il est là. Je veux que ce qui se termine par 8 soit considéré comme du RAW. Donc là je viens de définir une nouvelle règle qui va faire en sorte que quand je charge une texture, automatiquement on vient détecter dans le nom si 8 apparaît, et si c'est un format PNG, à ce moment-là, le color space sera mis en RAW automatiquement. Donc j'ai déjà créé par exemple une autre règle ici qui fait que les textures d'environnement en EXR doivent être considérées comme linéaires et sRGB. Donc les couleurs c'est des couleurs donc sRGB, mais considérées linéaires, il n'y a pas de correction gamma dessus. Et donc on va voir ce qui se passe. Donc si je prends ma texture ici Playa Sunrise sans environnement, il est considéré comme du RAW. Si maintenant je viens chercher ma texture qui se termine par ENV, cette fois elle est considérée avec l'espace de couleur que j'ai choisi. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe si je prends la même chose mais avec des majuscules. Donc là on va retomber de nouveau en RAW, donc je pourrais un petit peu éditer ma règle ici et mettre entre crochets, donc c'est bien des crochets pas des parenthèses, avec une petite barre verticale, et puis je mets la même chose en majuscule, je ferme mon crochet, et cette fois, quand je viens chercher mon fichier ici, ENV, normalement, je vais faire je vais repasser une fois ici, une petite erreur. Voilà, j'avais oublié de mettre une petite astérix à la fin. Donc cette fois maintenant quand je prends avec ENV ici ou ENV en minuscule, les deux vont être considérés dans cet espace de couleur. Donc voilà un moyen que vous pouvez vraiment utiliser, donc définir toute une série de règles systématiques par rapport à vos manières d'écrire vos noms de fichiers, vos extensions de fichiers. Vous pouvez bien sûr enregistrer vos préférences, ces préférences ici, pour garder ces réglages, et ça vous permettra d'avoir des choix de format de fichier automatique, et ça va fonctionner aussi bien pour les fichiers de texture que pour les fichiers. Donc si je viens chercher mon fichier de texture ici, ça se passera de la même manière, mon choix d'espace de couleur se fait également ici. Ouais, donc j'en ai terminé avec ce douloureux sujet d'espace de couleur et de color management. Alors on va passer maintenant simplement aux petits principes liés au TX. Donc le format TX, vous savez que quand vous mettez une texture, dès que vous lancez un rendu, il y a une texture TX qui est générée en plus de votre texture d'origine. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Donc a priori on a la case Auto Generate TX Texture qui est cochée. Donc on va la retrouver ici dans les paramètres Arnold. Donc on pourrait décider de ne pas la cocher et d'utiliser l'utilitaire d'Arnold, donc le TX Manager, qui nous permet de vérifier que telle texture ou telle autre texture utilisée dans notre scène ont un TX, donc STX ici, ou on pourrait éventuellement les supprimer, on va se trouver avec no TX, donc on pourra générer automatiquement, régénérer les TX pour nos textures par cet utilitaire-ci. Donc ça je vous laisse, on peut aussi décider d'entrer dans un certain folder et de générer d'un coup toutes les textures TX, et donc d'éviter
d'utiliser cette case Auto-Generate Texture TX et de prendre directement nos fichiers TX à la place des fichiers d'origine. Donc voilà, il y a moyen de gérer un petit peu ça. Maintenant, vous pouvez vraiment aussi laisser la génération automatique, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, on peut quand même revenir sur l'idée que la génération des fichiers TX, ça veut dire que notre texture a été découpée en tiles et on a généré le bitmap pour la texture, donc des versions à différents niveaux de détail. Donc je vais revenir avec une autre texture, peut-être un peu plus funky ici. Je vais prendre ceci. Donc on va regarder exactement ce que ça implique d'avoir une texture qui a été transformée en bitmap. On va pouvoir en fait utiliser les versions bitmap. Donc le bitmap veut dire que quand on est un peu plus loin, on va utiliser une texture de résolution un peu plus faible. Et si je m'éloigne, Arnold va charger moins de pixels parce qu'il utilise une version qui a été pixelisée de notre image. On peut en fait trafiquer ceci en utilisant, je pourrais par exemple venir chercher avec un bias de 1, de 2, de 3, on voit que progressivement la texture va se flouter. En fait, on va chercher la version qui est pixelisée et on lui applique un filtre. Donc si je lui applique le filtre Closest ici, je vois une version pixelisée de ma texture. On la voit vraiment pixelisée sous certains angles. Et donc au fur et à mesure que je raffine ou que je vais au contraire dans l'autre sens, ça va être de plus en plus pixelisé. Et donc j'ai différents filtres ici qui vont me donner des résultats un peu différents. Les plus intéressants sont donc a priori les cubiques qui donnent des flous vraiment plus réguliers. Mais donc voilà, si vous avez besoin d'une version un peu plus floue de votre image, vous pouvez toujours utiliser ce bitmap bias. Alors dans les paramètres de l'AI image, on va trouver ensuite deux paramètres vraiment très simples. Donc ce qui nous permettrait par exemple de multiplier la texture par pourquoi pas un bruit ou par une couleur. Donc, je pourrais comme ça mélanger ou ajouter une couleur ici pour rééclaircir mon image, teinter légèrement mon image, donc un multiply et un add. Donc on pourra également, comme on l'avait vu, faire passer notre texture par le high color correct pour avoir plus de paramètres, par exemple désaturer l'image. Si je prends le texture file, on va trouver quelques réglages similaires dans la zone color balance. Donc on trouve ici quelques réglages et quelques réglages pour l'alpha, des réglages qu'on aurait ici exactement équivalents. Donc ça j'ai déjà vu, il n'y a rien de vraiment très compliqué ici. Et donc on utilisera par exemple ça pour assombrir une image HDRI, on pourrait utiliser ça pour recolorer un bois ou le modifier un petit peu, mais donc tout ça évidemment peut se faire de manière plus subtile avec le color. Donc on va aller revoir comment on met des textures UDIM. Donc je viens chercher une texture UDIM ici, je l'ouvre et j'ai coché ici UDIM, ce qui me permet donc de charger simultanément plusieurs fichiers de texture. Donc la première texture est en 1024, la deuxième en 512, peu importe. Mais donc selon la position de mes UV, évidemment on sait que maintenant du coup on va utiliser une ou l'autre des textures ou une portion de cette texture. Alors si j'utilise maintenant l'AI image, donc je viens chercher ma texture en UDIM. Ici je vais devoir, pour utiliser les autres UDIM, remplacer ma petite chaîne 1001 par le symbole plus petit, UDIM en majuscule, le symbole plus grand, et je me retrouve avec le même système ici.
Donc il va bloquer un peu le rendu parce que j'ai ici une case qui me permet en fait d'ignorer les zones. Donc ici, mon UV Shell vient déborder dans les UDIM où il n'y a pas de texture. Donc je peux venir décider d'ignorer et de mettre une couleur, par exemple on va mettre du cyan qui va bien se voir. Donc là ça va me permettre de repérer si j'ai des UV Shell qui sont sans texture. Donc j'aurai à la place cette couleur qui est définie ici par le Missing Texture Color. On pourrait rajouter une toute petite idée sur ce Ignore Missing Texture et la couleur qu'on utilise quand on n'a pas du dim. Donc si j'ai mon UV Shell ici et que je vais plus loin, j'ai donc une certaine couleur. On pourrait donc dire que dans certains cas, si vous avez fait un développement par exemple d'un véhicule et que pour certaines parties du véhicule vous avez besoin de texture de masque et que pour d'autres vous n'en avez pas besoin, c'est inutile d'avoir des fichiers qui risquent d'être chargés avec par exemple une couleur toute noire. On pourrait donc par exemple utiliser cette couleur là pour dire que quand sur les UDIM sur lesquels on n'a pas besoin de texture mais juste d'une couleur unique, on peut simplement, à la place de mettre un fichier de couleur uniforme, on peut mettre cette couleur unique et ne simplement pas créer le fichier associé. Pour l'UDIM par exemple 1003. Voilà, donc c'est juste une petite idée, mais qui peut avoir son utilité. Donc je vais regarder maintenant les séquences d'images. Alors je vais venir charger une séquence ici, qui est en fait une séquence, je vais la charger directement dans les deux pour pouvoir comparer. Donc c'est simplement une séquence de différents smileys. Alors quand je viens cocher Use File Sequence ici, je vois qu'il y a une petite expression qui est créée. Elle est créée de la même manière quand je suis avec un file. Donc si je l'utilise ici, par exemple en Base Color, je vois que au fur et à mesure que j'anime, je peux changer mon image dans la séquence. Quand j'arriverai au bout, ça deviendra gris, donc je ne peux pas dépasser ici la valeur de 16. Donc je pourrais avoir exactement la même chose ici, on va voir, sauf que j'ai l'impression pour le moment que je reste coincé sur ma première image. Donc j'ai la même chose à faire ici, donc un petit traitement à faire ici sur mon numéro. Je dois venir mettre un double dièse, j'avais deux chiffres, donc je mets un double dièse, et je vais réobtenir ici la même réactivité. Donc on avait plus petit, plus grand UDIM. Pour les UDIM, on a des dièses ici, comme dans les noms de fichiers en fait. Donc quand on est avec le AI image. Alors ici, il y a une petite expression qui a été créée qui est en fait simplement égal frame. On pourrait mettre égal frame divisé par 2 pour changer toutes les deux images. Je fais edit et mon image va changer, va rester la même sur deux images. 13, 14, je suis sur les mêmes. Je me retrouve avec mon image qui dure deux fois plus longtemps. Donc je pourrais laisser des expressions, je pourrais également supprimer l'expression, donc faire clic droit, delete expression, et venir introduire, utiliser ça comme un champ pour choisir mon image. Je pourrais également animer avec un set key, je pourrais faire des driven keys, ou encore connecter un autre attribut, comme on l'a fait en rigging. Donc je pourrais très bien prendre le node editor et mettre mon AI image ou mon file ici et utiliser les différents champs ici que je peux connecter, pourquoi pas à la position d'un contrôleur ou à un attribut que j'ai ajouté sur un objet pour permettre de, par exemple, choisir les yeux d'un personnage, etc. Donc on peut vraiment faire du rigging avec nos textures. Je pourrais également faire du rigging, pourquoi pas, avec les paramètres de coordonnées pour, par exemple, mettre à l'échelle ou décaler ma texture, qui est un petit peu coincée ici. Je pourrais, par exemple, la mettre à l'échelle. Je suis un peu trop loin ici, donc je n'ai plus de texture. C'est ça qui pose problème. Donc je pourrais très bien, par exemple, décaler ma texture ici
la mettre à l'échelle, je pourrais animer tout ça, faire passer par un UV Transform pour faire tourner ma texture, etc. et faire un rig dans le Node Editor. Voilà, donc je pourrais vraiment faire des animations comme ça. N'oubliez pas, si vous faites des animations ici, on veut des valeurs entières, donc on utilise les tangentes step. Alors on pourra bien sûr évidemment utiliser les séquences d'images pour des séquences d'images plus naturelles comme un film ou qu'on voudrait mettre sur un écran d'ordinateur modélisé dans notre scène par exemple, ou alors par exemple faire le rendu d'une animation MASH qu'on va passer sur un HUD ou des choses comme ça. Alors on a déjà bien compris toutes sortes de choses qu'on pouvait faire avec les images, les recolorer, etc. Je vais encore montrer ici l'utilisation par exemple du layer RGBA, donc qui permet de prendre une image de base et de lui rajouter un calque avec son alpha. Donc j'ai ici choisi comme seconde image la petite bombe avec son alpha que j'ai utilisé tout à l'heure. Il y a ma souris qui lag. Voilà. Donc je peux activer mon deuxième layer et choisir le mode le plus simple, c'est overlay, non, overwrite, pardon. Voilà. Donc ça c'est vraiment ma fusion de base, donc il va utiliser l'alpha de l'image pour superposer par exemple une écriture sur une autre image. Donc je pourrais utiliser par exemple l'offset pour décaler ma petite bombe et la faire apparaître sur mon smiley. Alors dans ce layer RGB, vous pouvez donc rajouter jusqu'à 8 calques et utiliser toutes sortes de modes de fusion qui sont donc les modes de fusion soit de Photoshop, soit de Nuke. Donc si vous allez dans l'aide d'Arnold, vous retrouverez des liens vers deux sites qui expliquent tous les modes de fusion de Nuke et tous les modes de fusion d'Arnold. Donc ça je vous laisse chercher par vous-même, il y a deux vidéos vraiment très bien faites. Mais tout ça prendrait vraiment évidemment beaucoup de temps, mais bon, vous connaissez déjà pas mal de ces modes de fusion, multipliés, les light machin, etc. Vous connaissez un petit peu tout ça. Voilà, donc je termine cette vidéo ici. J'espère avoir éclairé quelques petits points ou donné quelques petites astuces intéressantes sur l'utilisation des nodes images ou files. Donc il existe également d'autres nodes mais qu'on n'utilise jamais, le PSD file et le movie pour mettre des fichiers AVI, etc. Ne les utilisez a priori jamais. On va vraiment pratiquement systématiquement utiliser AI image ou le file. Voilà, je termine cette vidéo.